La Papouasie est certainement une des dernières terres d'exploration pour un biologiste. Il y a encore énormément à explorer, il y a une diversité biologique sensationnelle. Ce qu'on trouve ici est tellement unique du point de vue des découvertes, à la fois humaines et pour le travail, pour la recherche, que pour la plupart d'entre nous, c'est un rêve qui est même souvent inaccessible. Je me considère comme quelqu'un de très chanceux de pouvoir y travailler. La Papouasie-Nouvelle-Guinée se trouve aux portes de l'océan Pacifique, au nord de l'Australie. Elle constitue l'un des derniers grands bassins forestiers qui restent au monde, avec l'Amazonie et le Congo. Sa surface est proche de celle de la France, mais avec 10 fois moins d'habitants. Les routes sont rares et beaucoup de lieux restent encore difficiles d'accès. C'est vrai que ce sont des conditions particulièrement dures, physiquement, et de confort absolument rudimentaire, mais finalement on fait fi de tout cela parce que ce qu'on trouve ici est tellement unique du point de vue des découvertes, à la fois humaines et pour le travail, pour la recherche, que ça en vaut largement la chandelle. Les 7 millions d'habitants qui peuplent la Papouasie-Nouvelle-Guinée ne représentent qu'un millième de la population mondiale, mais parlent plus de 750 langues, une richesse culturelle inestimable. Ce qui m'a frappé la première fois que j'ai rencontré les Papous, c'est leur humanité. Ils ne voient pas la différence de couleur de peau, par exemple. Bien sûr, ils nous voient comme des gens différents, mais au même titre qu'ils verraient des gens d'un autre clan. La canopée est un endroit qui recèle une richesse étonnante. En fait, presque la moitié de la diversité se trouve dans cette canopée. Et venir en Papouasie, utiliser des moyens d'accès à la canopée, ça c'est un peu le summum qu'on peut faire, en tout cas pour un biologiste tropical, je pense. Oui. La cime des forêts tropicales, appelée canopée, recèle une très importante biodiversité, largement inexplorée car difficile d'accès. Les moyens classiques d'y accéder restent l'escalade des arbres, l'utilisation de plateformes ou de grues. Mais seuls les ballons permettent d'atteindre les sommets des branches sans être limités à un rayon d'action restreint. La récolte d'échantillons botaniques avec le ballon est d'un intérêt crucial pour les botanistes, car les parties fertiles des arbres, fleurs et fruits, essentielles à leur identification, sont souvent hors de portée, tout en haut dans la canopée. Les ballons qu'on utilise sont aussi chaque fois des prototypes, ce sont des engins uniques qu'on essaye d'améliorer au fur et à mesure. Parfois ce n'est pas une réussite intégrale, mais on progresse. C'est un peu comme l'aventure spatiale, quelque part. Ce sont des milieux un peu extrêmes et voilà, il faut tenter. Mais si flirter avec la cime des arbres à plus de 50 mètres du sol au milieu de la jungle peut paraître magique, le moindre problème technique peut tout faire basculer. Merde! On était sûr que ce moteur il marchait pas. On va vers la rivière ou quoi? Can you follow balloon, Tassol? Attention tes appareils photo, hein. Il faut qu'on aille dans la rivière. Oui, bah écoute... On vient de side! Chop! Allez! Non, là, arrête! Allez, freinons. On tient. Allez. Ok, go that way. Easy. Good. Number one, thank you. The motor is no good. Ça commence bien. Tu veux de l'aventure?
Danny Cléier-Marel est le spécialiste mondial qui a permis aux scientifiques de pénétrer la canopée. Cet inventeur de génie, qui possède toutes les qualités d'un héros de Jules Verne, n'a de cesse d'améliorer ces engins uniques sortis de son imaginaire. Et la bulle des cimes repartira rapidement avec un moteur électrique, plus adapté au travail en canopée, car plus facile à redémarrer lorsque l'on quitte la cime des arbres. Quel bonheur! Le moteur tourne, Ah oui. j'entends rien. Depuis la cinébule, des cordes lestées par un poids sont lancées jusqu'au sol et permettent de hisser des pièges à insectes jusqu'au sommet des arbres. Sur les branches de l'arbre, des fourmis patrouillent en permanence et sont alertées par l'arrivée du ballon dans leur territoire. On attend qu'il se stabilise, il y a des fourmis, putain. Oh la vache. Non, non, non. Les fourmis tisserandes, qui ont été dérangées par le ballon, attaquent ceux qui ont osé s'introduire au-delà de leurs frontières. Vraiment, quoi. Alors attends. Oh putain, j'en ai plein. Là. Oh putain. Certaines fourmis, à nid arboricole, règnent en maître dans les cimes. Leur colonie peut compter plusieurs centaines de milliers d'individus, parfois répartis sur plusieurs arbres. Les fourmis tisserandes installent leur nid dans des feuilles qu'elles tissent ensemble au moyen de soies produites par leurs larves. Ces fourmis sont territoriales. Elles défendent la cime de l'arbre dans lequel elles sont installées. Elles ont développé des systèmes de communication et de défense très efficaces et sont en alerte permanente. D'autres fourmis entrant dans leur territoire sont attaquées. En particulier, d'autres fourmis dominantes avec des nids abritant d'importantes populations, comme les crématogastères. Ces crématogastères construisent des nids en carton de bois. Elles attaquent les fourmis d'autres colonies, même si elles sont de même espèce. Les fourmis dominantes, telles les fourmis tisserandes et les crématogastères, sont omniprésentes dans la cime des arbres de la forêt tropicale. Chaque cime d'arbre constitue un territoire potentiel pour leur colonie. Les colonies de crématogastères en rouge et celles de fourmis tisserandes en vert peuvent s'étendre sur plusieurs arbres mais s'excluent mutuellement en une mosaïque de territoires que l'on appelle mosaïque de fourmis. Les cimes des différents arbres se touchent peu, permettant à chaque colonie de fourmis de rester relativement isolée des autres. C'est un très beau moment, il est 7h moins quart du matin, donc je vois le soleil se pointer et la brume au-dessus de la forêt. Une autre embarcation permet de se promener sur la canopée. Elle est cette fois monoplace et silencieuse, c'est la bulle des cimes. Alors c'est une sensation assez irréelle parce que voilà, on pose son pied au sommet d'un arbre, on se prend un peu pour un oiseau. Un gigantesque ballon d'hélium place le scientifique en état d'apesanteur. La bulle des cimes m'a permis d'accéder à une nouvelle dimension dans la compréhension du fonctionnement des communautés de fourmis arboricoles. C'est grâce à cela que j'ai pu pour la première fois grimper dans un arbre. Je ne grimpe pas du tout aux cordes, je ne suis pas du tout assez sportif pour ça. 2 km de cordes ont été placés préalablement grâce à un hélicoptère, suivant un parcours bien défini, permettant d'accéder à des arbres remarquables. Ici, il y a un point d'attache au sommet d'un arbre et pour passer d'un côté à l'autre de l'arbre, donc, je clippe le premier mousqueton et ensuite le second, donc j'ai toujours une sécurité. Ça m'a permis de voir exactement comment était l'architecture des arbres, quels étaient les rythmes d'activité des différents insectes dans l'arbre, de voir les fleurs. En fait,
tout est encore plus complexe qu'on peut l'imaginer. Alors je me dirige actuellement vers un arbre extraordinaire qui est un Canarium indicum et dans lequel se trouvent des plantes à fourmis. D'après mon télémètre laser, je suis ici à 33 mètres au-dessus du sol. Le fait d'accéder ainsi à la canopée me permet de faire des observations qui sont impossibles autrement. Ce sont des moments absolument magiques. C'est des coévolutions totalement fascinantes, comment une plante en est arrivée à faire ce genre de structure pour accueillir des fourmis. Ce sont des choses surprenantes de la nature. Les plantes à fourmis s'accrochent à l'arbre par leurs racines. Elles ont modifié leur tige en un tubercule creux, parsemé d'orifices qui permettent aux fourmis de pénétrer et nicher à l'intérieur. L'intérieur de la plante est constitué de multiples chambres qui abritent les œufs, les larves et les nymphes d'individus qui deviendront des reines. Ces fourmis participent aux mosaïques de fourmis et sont agressives vis-à-vis d'individus provenant d'autres colonies, ce qui peut aboutir à de féroces combats. Un même arbre peut supporter plusieurs plantes à fourmis. Celles-ci sont souvent épineuses, ce qui protège les fourmis contre leurs prédateurs, tels les lézards ou les oiseaux. Le bénéfice est mutuel. La plante reçoit des éléments nutritifs par les déchets des fourmis et les fourmis bénéficient de l'abri et de la protection de la plante. Les vols, effectués avec la bulle des cimes, doivent avoir lieu très tôt dans la journée. Le moindre souffle de vent qui accompagne les premières chaleurs du jour perturbe ces déplacements. Et avant tout décollage, il faut équilibrer le ballon, un exercice de haute précision. It's amazing. It's very nice. Look like a big moon. Le travail avec les para-écologistes et les parataxonomistes locaux se passe vraiment très facilement. Ce sont vraiment des collègues. Yes? Do you hear me? Yes, Jacob. We have to make it quick because we have 30 minutes left. Okay, thank you, Jacob. Message copied. We'll meet you at base 2. Les parataxonomistes et les paraécologistes sont des naturalistes talentueux, recrutés au sein des communautés locales et formés par des chercheurs de niveau international. Ils participent à de grands inventaires de biodiversité en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La station de recherche génère des emplois locaux. Cette source de revenus pour les communautés locales est une incitation pour elles à protéger le milieu dans lequel elles vivent. Elles ont ainsi accès à un meilleur niveau d'éducation et de santé sans devoir céder à la pression de la déforestation ou de l'exploitation minière, pourtant en pleine expansion en Papouasie. C'est toute une filière locale mise en place par le professeur Novotny qui participe au travail de recherche et de sensibilisation. Il a vraiment trouvé un modèle très intéressant qui chaîne la recherche scientifique, le développement durable, la formation et finalement la conservation. Au départ, finalement, la plupart des chercheurs se cantonnaient à la recherche scientifique et se préoccupaient moins des autres aspects, mais ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on se trouve alors devant une situation assez accablante qui est on étudie un milieu et puis 10 ans plus tard, il a disparu. Et du coup, la vraie motivation, c'est arriver à de la conservation. Et je pense que c'est une des clés du succès.